On va démarrer. Donc, bienvenue sur ce webinaire où on va vous parler de management de la diversité avec à l'issue trois questions pour vous aider à déconstruire vos biais et booster votre performance. Trois questions à se poser en tant que manager. Alors, déjà, on va se présenter pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Je vais démarrer. Moi, je m'appelle Anne Guimard, donc je suis formatrice, consultante, coach spécialisée dans les transformations d'organisation et globalement, voilà, j'accompagne les organisations à mieux travailler ensemble, à ce que leurs équipes comprennent voilà, ce que le monde peut attendre d'elles et comment finalement leur action peut avoir un sens au service de ces organisations. On se posait la question avec Cécile finalement pourquoi la diversité, pourquoi est-ce que je viens traiter ce sujet? Alors le premier, c'est que en tant qu'ingénieur BTP femme, je pense que j'étais une diversité dans un certain nombre des gens chez qui j'ai pu travailler. Ne serait-ce que dans ma promo d'école, on était, je crois, 10% de filles, ce qui était vraiment pas très important. Et puis après, dans le secteur bancaire, j'étais plus du tout une diversité dans la mesure où il y avait énormément de femmes. Et puis, ces derniers temps, j'ai eu l'occasion de m'intéresser à toute la partie question autour de l'intergénérationnel et de l'interculturel. Et c'est en ça que finalement, c'est une forme de diversité dont on parlera au cours de cette heure. Et donc, moi, je suis Cécile Perret, je suis formatrice, consultante et coach spécialisée dans la neurodiversité en entreprise, donc tout ce qui concerne les troubles dyslexie, désorthographie, les troubles du déficit, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le trouble du spectre de l'autisme. Donc, je sensibilise les entreprises sur le sujet et j'accompagne des collaborateurs neuroatypiques. Je sensibilise des équipes pour faire évoluer le management et trouver finalement des solutions gagnant-gagnant pour l'entreprise et pour le collaborateur concerné. Mais comme Anne, enfin, pourquoi je m'intéresse au sujet de la diversité? Parce que le handicap qui concerne, enfin, qui relève des troubles dont j'ai parlé, ça fait partie de la diversité, d'une forme de diversité. Donc, c'est un sujet qui m'interpelle depuis longtemps. Je suis également une ex-ingénieure du bâtiment et des travaux publics comme Anne, donc c'est un de nos points communs. J'ai aussi vécu ce sentiment de différence dans ce milieu, tant au moment de la formation qu'au moment où j'ai pu aller euh, sur le terrain. Et puis après, j'ai travaillé très longtemps dans l'éducation nationale comme enseignante dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, et puis comme chef d'établissement dirigeant un lycée professionnel du bâtiment, puis inspectrice. Et là, on voit que toutes les diversités se croisent et que c'est un vrai sujet pour animer des établissements scolaires. Donc, sujet qui m'interpelle. Alors on a voulu commencer par un petit jeu pour se mettre un peu dans l'ambiance peut-être tester pour nous-mêmes finalement comment est-ce que on aurait réagi par rapport à des questions qui peuvent toucher de près ou de loin la diversité. Cécile, je te laisse. Alors, comme on n'est pas nombreux, je vous propose de répondre à l'oral si vous êtes OK. Donc, situation enfin, premier quiz, c'est une situation qui m'arrive. Et donc, quand je conduis, j'ai l'impression que je prends systématiquement tous les feux rouges. Et je le dis à mes amis. Et quand ils montent en voiture avec moi, ils me confirment que j'ai pas de chance et que je prends vraiment davantage de feux rouges que eux. À votre avis, est-ce que c'est vrai A et que je n'ai pas de chance? Est-ce que c'est faux et que mes amis ont une vision faussée? Ou est-ce qu'on ne sait pas et est-ce qu'il y a une malédiction des feux tricolores? À votre avis, c'est quoi la réponse? Je dirais C. Il y a une malédiction? Oui. Euh, Est-ce qu'il y a une malédiction ou pas? Euh, je sais pas. Je dirais non, mais ouais. Ok. Camille, ouais. Est-ce que vous voulez répondre? Alors, Moi, je dirais B. tu dirais Ok. B. J'hésite entre B et C. Entre B et C.
Et effectivement, c'est B, c'est faux. Mes amis ont une vision faussée. En fait, statistiquement, il n'y a aucune raison que je prenne davantage de feux rouges que n'importe quelle autre personne. Mais le fait de le dire aux personnes qui montent avec moi dans la voiture, ils vont davantage se concentrer sur les feux que je prends en rouge plutôt que sur les feux que je prends au vert. Et donc, ils vont avoir un biais de confirmation. C'est-à-dire que tous les feux que je prends en rouge, ça vient confirmer que je prends des feux au rouge, mais pas plus que le reste, pas plus que la moyenne des personnes statistiquement. Pourquoi moi, Cécile Perret, je prendrais davantage de feux que d'autres? Mais le fait de le dire et qu'il y ait des feux rouges, il y a un sentiment de biais, enfin, il y a un sentiment que c'est une réalité et c'est un biais de confirmation. Donc mon cerveau, le cerveau des personnes qui montent avec moi, se dit, bah voilà, elle prend un feu rouge, c'est vrai, elle prend davantage de feux rouges. Ça confirme. Deuxième question de quiz. Donc, on a Léo qui a investi beaucoup de temps et d'argent sur un projet, mais le projet ne fonctionne pas. Et dans son entourage, on lui dit d'arrêter. À votre avis, qu'est-ce que Léo va faire? Est-ce qu'il va prendre du recul et arrêter le projet? Est-ce qu'il va reconnaître que le projet ne fonctionne pas, mais chercher une nouvelle stratégie pour le sauver? Est-ce qu'il va se fâcher avec ses amis qui ne comprennent vraiment rien et poursuivre le projet? À votre avis, Camille? Bah, à mon avis, ça dépend de comment nous, on se ressent par rapport comment on est par rapport à Léo. Quoi. Par rapport à nous, comment on ressent Ouais. comment on se passe par rapport à Léo, on va Mm. dire. Mais voilà, si on était soi-même concerné, on a mis beaucoup d'argent et beaucoup de temps dans un projet, est-ce qu'on a tendance à l'arrêter? Est-ce qu'on cherche autre chose ou est-ce qu'on se fâche? Allez, continue. Bah, ça dépend de peut-être de son tempérament et de au jour d'aujourd'hui comment on est, dans Tout quel à état fait. d'esprit on est aujourd'hui. Alors, majoritairement, enfin, si on fait de manière rationnelle, on se dit ça va peut-être être A ou B. Soit j'arrête, effectivement, les chiffres disent que ça va pas, ou je vais essayer de faire un peu différemment pour avancer. Mais si on regarde ce qui se passe effectivement, ça va être plutôt les autres ne comprennent rien. J'ai mis beaucoup de temps, d'énergie, beaucoup de mois dans ce projet et je vais avoir tendance à peut-être à me fâcher, à continuer le projet, même si les indicateurs sont mauvais. C'est ce qu'on appelle le biais d'engagement. C'est-à-dire que mon cerveau, même si on lui met des choses factuelles pour dire ça marche pas, bah oui, je suis dedans et je vais continuer à aller droit dans le mur. C'est-à-dire que je vois qu'il y a un mur plus loin, mais je continue à avancer parce qu'on m'a dit qu'il fallait que j'avance ou mon cerveau m'a dit que j'avance. Donc il y a un biais d'engagement. Je suis dans le projet. J'ai des indicateurs en entreprise, hein, j'ai des indicateurs qui me montrent que le choix de tel produit à mettre en marketing ne fonctionne pas. Bah oui, mais j'ai investi pour commercialiser telle chose. Donc je continue même si ça marche pas et je peux aller au total échec. Donc biais d'engagement. Dernière question. Malika est dans un groupe où tout le monde semble avoir la même idée. Elle a une autre idée, mais elle a des doutes. À votre avis, A, est-ce qu'elle reste en retrait en attendant de voir si quelqu'un va penser comme elle? Réponse B, est-ce qu'elle partage son point de vue pour offrir d'autres perspectives? Réponse C, est-ce qu'elle se range à la vie générale pour ne pas se démarquer? Hmm. Je dirais que ça dépend un peu comme la question précédente de sa personnalité, mais j'imagine qu'il y a un peu des schémas classiques dans lesquels on tombe. Euh, euh, je dirais soit B ou C. B, si effectivement elle a envie d'être au-dessus du lot et de faire passer son avis. Mm. Ou C, si elle préfère se conformer au reste du groupe et préfère rester dans la pensée générale, j'imagine. Euh, A est peut-être valide, mais je dirais B ou C en priorité. Plus probablement, ouais. Ouais. Et Pareil, Camille? on est soit sur une réponse rationnelle. Oui, Camille, vous voulez répondre?
J'aurais dit exactement la même chose. C'est-à-dire que Ok. ouais, ça dépend Alors, de son état d'esprit et de caractère. rationnellement, on va se dire, B, elle partage son point de vue pour offrir d'autres perspectives. C'est vrai que ça serait, dans un monde idéal, on partage tout. La réalité, c'est plutôt qu'on va dans le biais de conformité. François, vous l'avez dit, hein, elle va se conformer, donc elle va se ranger à la vie générale pour ne pas se démarquer. Vous avez peut-être déjà vu ces vidéos qui circulent sur Internet où on a des personnes qui sont dans une salle d'attente et il y a une personne qui est vraiment venue dans la salle d'attente et le reste, c'est des comédiens. Et les comédiens, à chaque fois que le médecin rentre dans la salle d'attente, se lèvent et se rassoient quand le médecin a fait rentrer une personne dans son cabinet. Au départ, la personne qui est dans la salle d'attente regarde ce qui se passe et comprend pas trop, mais se lève finalement. Et en fait, au fur et à mesure, pour elle, ça va être la règle. Elle va se conformer à une règle implicite qui n'est pas une règle. Et si jamais on enlève tous les comédiens de la salle d'attente et qu'on fait revenir des gens, elle va continuer à se lever au moment où le médecin rentre dans la salle et ressort. Donc on a vraiment ce cerveau qui dit il faut que je sois comme les autres et qui dit bah, je vais faire comme les autres, je vais me conformer et je continue. Voilà. Et donc nos cerveaux nous mettent dans les biais. Et oui, ouais, donc là, c'est cette notion de biais là qu'on voulait apporter, puisque finalement, la diversité, elle démarre là. Un biais cognitif, on lui donne la définition suivante, c'est un raccourci mental en fait, et une déviation systématique de la pensée logique et rationnelle. Et ce n'est pas une erreur de la part de notre cerveau, c'est vraiment un mécanisme inconscient et automatique de notre cerveau. Alors pourquoi est-ce qu'on a des biais? Bah déjà, on en a tous. C'est-à-dire que même celui qui pense qu'il va pouvoir déjouer tous les biais, il ne peut pas le faire. Son cerveau ne pour... enfin, c'est pas possible en fait de lutter contre ce mécanisme inconscient. Et en fait, on en a besoin. Pourquoi on en a besoin? Parce qu'en fait, sans eux, on serait confronté à trop d'informations et on aurait une forme de paralysie, d'incapacité de notre cerveau à traiter les milliers de données qui lui arrivent à la seconde. Et en fait, et grâce à eux, en fait, on a une prise de décision rapide face à une quantité colossale de données qui souvent nous permettent, enfin, qui sont particulièrement utiles dans des moments d'incertitude où en fait le cerveau va se raccrocher à des choses qu'il connaît et il va se dire bah en fait oui alors là il y a trois trucs qui me rappellent quelque chose donc je vais aller vers cette situation qui me connaît que je connais et qui de fait va me sécuriser. Donc finalement on peut se dire bah merci les biais. Et le seul problème, c'est qu'en fait, comme finalement ça crée des raccourcis dans notre cerveau, ça nous supprime des options. On pourrait avoir un plus grand panel d'options, et finalement, tout ce que notre cerveau ne connaît pas va représenter une forme de danger. Donc il y a quelque chose autour de l'apprentissage de nouvelles situations qui nous permettent d'avoir de plus en plus d'options. Et donc on est souvent en alerte de façon pas tout à fait justifiée, puisque en fait seulement 8% de nos peurs sont des peurs fondées. Donc ce qui en enlève un certain nombre par rapport à ce qu'on peut vivre au quotidien. Et donc en fait, on a la nécessité finalement de connaître nos biais pour pouvoir interroger un peu différemment et essayer de les déjouer. Et donc de s'ouvrir d'autres options. Alors avec Cécile, elle me dit c'est bien que ta slide soit hyper chargée parce qu'en fait c'est à peu près ce que notre cerveau peut prendre dans la tête et globalement face à tout ça il doit faire un choix rapide pour pouvoir voilà, se positionner. Et le choix rapide, c'est aussi je connais, je ne connais pas. Et si je connais pas, forcément, ça peut me faire peur. Donc je vais avoir une décision qui va tenter de m'éloigner du danger. On est allé chercher un peu quelques sources autour des biais cognitifs, hein. Albert Moukaïber, qui est un des chercheurs en neurosciences cognitives et un psychologue clinicien qui a écrit Neuromania, qui a écrit Nos cerveaux nous trompent, enfin, et qui fait régulièrement des conférences sur le fonctionnement du cerveau et sur les biais cognitifs. Il explique que nous avons tous des biais et que ce ne sont pas des bugs, mais vraiment quelque chose d'utile pour fonctionner dans un monde complexe. Sans ces biais, on ne peut pas fonctionner. Par contre, il faut savoir qu'on en a, et on a tendance à les débusquer davantage chez les autres que chez soi. Alors, on vous parle de biais, on vous a parlé de différence, on vous a parlé de management de la diversité. Donc, on va passer des biais à la diversité, sachant que tout est lié. Et ce qu'on voulait commencer, c'est par vous définir la diversité. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de définition officielle de la diversité. On a davantage de choses qui expliquent ce que peut être la discrimination au niveau légal, etc. Mais la diversité, quand on cherche, bah, pas de définition officielle en tant que telle. Dans le Code du travail,
on voit les notions d'interdiction de discrimination fondées sur sexe, âge, origine, religion, handicap, orientation sexuelle, etc. Dans la charte de la diversité qui est plébiscitée par le gouvernement et qu'un grand nombre d'entreprises ont signé, on voit que la diversité, c'est la reconnaissance et la valorisation des différences individuelles dans le cadre professionnel. Donc là, on est vraiment on a cherché les notions de diversité dans le travail. Au niveau de la Commission européenne, il y a eu des tentatives au niveau de la loi française de traduire un petit peu ce qui se disait sur la diversité au niveau européen. Et là, on trouve que la diversité, c'est un regroupement de toutes les différences visibles ou invisibles relatives au sexe, à l'âge, au milieu socioculturel, à la race et à l'aptitude physique. Voilà, donc définition qui tourne tout autour du fait que il y a des différences visibles ou invisibles et que l'idée, c'est de pas les discriminer. Voilà, donc on est vraiment sur ce champ où on va définir les choses plus par rapport à l'interdiction d'eux plutôt que de reconnaître ce que c'est que la diversité. En même temps, ça vient soutenir que finalement, aucun de nous n'est identique à son voisin et que on est tous divers. Donc finalement, aller définir la diversité, ça voudrait dire que finalement, c'est le monde, c'est tout ce qui vit sur Terre est différent. Donc la diversité, c'est nous. Et c'est ce qui nous amène à dire que finalement, bon, là, bien sûr, il y a des éléments particuliers de la diversité auxquels nos cerveaux font tout de suite, là aussi, des raccourcis peut-être. Mais globalement, manager de la diversité, c'est manager, en fait. C'est des âges différents, c'est des cultures différentes, c'est même je dirais, presque des manières de voir le monde un peu différents aussi. Et donc, en fait, bah, quand on est en responsabilité d'une équipe, eh bien, c'est composé avec tous ces gens qui, potentiellement, ont des besoins différents. Alors, on a voulu prendre trois situations managériales et trois biais qui pourraient être induits par rapport à ça. Quand on est dans une phase de recrutement, c'est souvent les choses qui ont été le plus décriées et puis sur lesquelles il y a eu on va dire, beaucoup de règles qui ont été mises en place pour éviter les biais. L'arrivée de quelqu'un de nouveau dans notre équipe, soit en manager, soit quelqu'un qu'on intègre, et la vie de l'équipe dans le management au quotidien par rapport à une des situations qui peuvent arriver. Donc quand on prend le recrutement, le choix du candidat, notre cerveau est tenté de faire ça, de le recruter par rapport aux études qu'il a faites, à ses activités extra-professionnelles, au sport, au théâtre, potentiellement au scoutisme, enfin, voilà, des choses qui peuvent parler à la personne qui recrute, à une origine géographique, à des recommandations, les amis de mes amis étant mes amis, eh bien, on va pouvoir avoir plus confiance, et à un mode de communication qui va être proche du mien. Impression de très bien se comprendre. Parfois, on a des gens qui communiquent hyper bien avec soi et on se dit, ah oui, mais trop bien, ça va bien fonctionner avec moi parce qu'on est pareil. Et donc là, on va être dans un biais d'affinité ou un biais de similitude qui s'explique de la manière enfin, très simple. C'est-à-dire qu'en fait, on va être dans une forme de prédictibilité. Si cette personne me ressemble, je peux me dire, j'ai une bonne idée de la manière dont elle va fonctionner et dont elle va réagir. Par ailleurs, un deuxième élément, c'est que ça me valide, moi. Quand je recrute quelqu'un qui me ressemble, eh ben, en fait, ça veut dire que moi-même, je suis une personne aimable et que ils ont bien fait de me recruter. Donc, quelque part, rassemblons-nous, comme ça, on est tous des belles personnes ensemble. Et enfin, bah, économie d'énergie évidente, en tout cas au départ. C'est-à-dire qu'en gros, il est beaucoup plus fatigant de comprendre quelqu'un qui fonctionne pas comme nous ou qui est radicalement différent que quelqu'un qui a en tout cas, enfin voilà, quelques similitudes. Le problème de ça, c'est que, alors, au départ, effectivement, ça marche plutôt bien, mais si tout le monde est comme ça veut pas dire qu'il faut recruter que des gens différents de soi. On peut avoir quelques personnes sur lesquelles on s'appuie, avec qui ça va être plus simple. Mais néanmoins, si on a que des clones, et moi j'ai cette expérience quand j'étais dans le secteur bancaire, on était jeunes managers et on s'est tous retrouvés à faire le test MBTI, je sais pas si vous le connaissez, et on était tous les mêmes lettres dans le même sens en fait, et on avait tous des profils de managers identiques. Et donc en fait, on s'est quand même questionné en se disant, waouh, en fait, ils cherchent vraiment telle personne. Alors après, dispatcher dans une entreprise, ok, mais ça voulait dire que globalement, on n'avait pas d'introverti par exemple, alors qu'un introverti, ça peut apporter beaucoup de calme, de recul, voilà. Bon bah là, on était tous des extravertis, donc la formation était sport. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on risque là-dedans? Une forme d'homogénéité de résolution de problèmes. On va avoir
à terme un appauvrissement de la créativité, une installation de l'implicite, et on sait à quel point ça fait mal dans les entreprises, l'implicite, parce qu'il y a beaucoup de choses qui finalement ne sont plus dites. Et puis un sentiment possible d'enfermement, j'ai l'impression d'être toujours avec les mêmes, d'avoir que des gens qui me ressemblent, enfin voilà, pas d'ouverture, pas d'air frais, et que parfois travailler avec des gens qui nous ressemblent pas, et ben, ça nous apporte vraiment quelque chose. Regardez avec qui vous vous êtes marié ou regardez avec qui vous êtes amis, vous verrez que probablement c'est des gens qui viennent vous compléter plus que des gens enfin il y a peut-être des gens qui vous ressemblent, mais souvent on a besoin de c'est un peu cette altérité pour aussi se compléter et grandir entre guillemets. Alors là, je me suis un peu amusée à mettre des photos et je vais vous poser la question et je vous demande pas de vous positionner. Finalement, ces gens-là arrivent dans votre équipe, soit votre boss, soit des gens dans votre équipe. Et quel niveau de confiance vous allez donner à cette personne en fonction des images que vous voyez? Je vous laisse vous faire votre petite idée 30 secondes et après, on n'en parle pas, mais je vous explique ce qui a peut-être pu se passer dans votre tête. Ça va? Bon, donc ce qu'on veut vous montrer là, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo. C'est comment finalement la manière dont la personne, dont la taille de la personne la taille, la manière dont elle est habillée, sa coiffure, le soin de son apparence et ses qualités physiques, son âge, sa manière de s'exprimer ou son parcours professionnel vont avoir une tendance à faire un halo ou alors au contraire à ce qu'on appelle l'autre, l'inverse de l'effet de halo, c'est l'effet de golem. En gros, avoir une implication négative, c'est-à-dire que ce que je vois en premier va finalement créer une espèce d'auréole autour de la personne qui va faire en sorte que tout ce que je vais penser à partir de là sera positif si la personne m'a fait une bonne impression ou sera négatif si la personne m'aura fait une mauvaise impression. Typiquement, donc ça s'appelle l'effet de halo ou l'effet de corne, pardon, j'ai dit golem mais c'est corne. Et le mécanisme de pensée, c'est typiquement quelqu'un qui s'exprime bien, qui a une aisance, c'est son trait saillant. Et là, le halo, c'est, oh, s'il parle bien, il doit être intelligent et rigoureux. Et derrière, votre cerveau, il aime pas avoir tort, donc en fait, il cherche encore des confirmations. Et à ce moment-là, le jour où le gars se plante et qu'il fait une erreur massive qui pourrait contredire la première impression que vous avez eue de lui, vous allez l'excuser en disant, ah, il a fait une erreur, c'est une fatigue passagère, je suis sûr que la prochaine fois, ça ira bien. Donc voilà, c'est une part. Donc là, pareil, quel risque? Bah, je me trompe entre compétence et voilà, entre l'apparence et la compétence, hein, globalement, c'est ça avec une surestimation ou une sous-estimation. Et puis, ça peut conduire à la déception et au désengagement. Et souvent aussi, on peut avoir une injustice de traitement. Moi, en stage, j'avais quelqu'un qui était assez marrant et qui assumait assez bien en disant, moi, je ne peux pas travailler avec les laids, je travaille qu'avec des beaux. Bon, bah, il l'avait posé, mais en attendant, c'était vraiment comme ça qu'il se sentait à l'aise au travail. Donc voilà. Et là, il y a une vidéo qui est hyper intéressante qui s'appelle Crétin de cerveau sur l'effet de halo. Et le monsieur explique que globalement, tous les présidents des États-Unis font plus d'1,80 m. En gros, la moyenne sur les 50 dernières années, c'est 1,82 m, alors que là, en fait, la moyenne des Américains est bien en dessous. Donc, très intéressant de se dire qu'à partir du moment où on veut un président américain, vaut mieux qu'il soit grand parce que ça donne une idée de solidité et de stature. Voilà, donc ça c'était le deuxième élément. Et puis dans le cadre d'une vie d'équipe ou de management, vous entendez une rumeur sur un de vos collaborateurs, votre cerveau va se mettre à rechercher tout ce qui va confirmer la rumeur qu'il aura eue et qui va pouvoir valider ça. Et donc ça c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Donc le risque c'est quoi? C'est que vous allez avoir un filtre sélectif à charge ou à décharge vis-à-vis de cette personne. Un aveuglement volontaire, on va utiliser, ça c'est aussi par rapport à soi-même en termes de projet. Vous avez un super projet, on parlait de Léo là qui se lançait là-dedans, et ben on va aller chercher tous les feedbacks positifs qui nous confirment dans notre action et on va avoir un peu de mal à s'ouvrir à la contradiction. Et puis pour ceux qui ont tenté de vous alerter, eh bien en fait quoi qu'on lui dise, en fait lui il a son idée donc c'est pas la peine que je m'oppose ou que je me mette en risque à donner ce que je pense. Et derrière, il peut y avoir un effet positif ou négatif, c'est-à-dire que soit vous avez l'effet Pygmalion, c'est-à-dire que je crois que ce collaborateur va être un super gars, et donc bah tiens, bizarrement il le devient. Et puis au contraire, celui-là, je pense que c'est un naze, et probablement l'effet Golem va faire en sorte il ait tendance à être confirmé dans cette prophétie autoréalisatrice.
Alors, des biais, ben, on a vu que notre cerveau en a et que c'est nécessaire pour vivre dans notre monde complexe. Cependant, si les biais nous amènent en entreprise à avoir des attitudes discriminantes, derrière, il y a des risques. Il y a des risques qui sont des risques légaux, notamment, où on dit que la décision d'un employeur sur une embauche, sur une promotion, sur toute la vie d'un collaborateur de l'entreprise doit être fondée uniquement sur des critères professionnels et pas sur des critères, des considérations d'ordre personnel. Donc là, en fait, on a des éléments factuels qui peuvent aller dire, ben voilà, il y a eu de la discrimination sur le traitement de tel ou tel collaborateur. Derrière, il peut y avoir des sanctions pour la personne qui est à l'origine de cette discrimination, qui peut avoir fait de manière consciente ou inconsciente. Et le problème, c'est quand c'est inconscient, mais que ça se répète et qu'à un moment, ça se voit trop, ça va devenir compliqué. Donc, dans l'entreprise, il y a des risques de sanctions disciplinaires. Et après, on peut aller sur des sanctions pénales allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc, veiller au risque de discrimination dans son entreprise, c'est nécessaire. On peut avoir également des risques psychosociaux liés à la discrimination. Donc, ben, forcément, si on est une personne qui a le sentiment et qui peut constater que, il n'a pas eu sa promotion parce que ben, c'était une femme au lieu d'être un homme, parce qu'il était jeune, parce que, etc. Bah déjà, il peut se sentir pas très très bien, donc atteinte à la santé mentale et physique. Donc derrière, on peut avoir des personnes qui vont déclencher du stress, des troubles du sommeil, de l'anxiété. On peut aller au burn-out parce qu'on a un sentiment de non-reconnaissance de ce qu'on fait. Peut-être qu'on va se surinvestir et on va s'épuiser. Des développements de maladies cardiovasculaires. Au niveau de l'ambiance dans l'entreprise, ben, on risque d'avoir une dégradation du climat social avec des personnes qui s'isolent, avec de la suspicion. Est-ce que je suis traitée vraiment équitablement? Donc derrière, est-ce que je m'investis si je suis pas traitée équitablement? Est-ce que je suis motivée pour travailler? Et forcément, quand on a tout ça, on va avoir un impact sur l'organisation de l'entreprise parce que si un collaborateur ne s'y sent pas inclus, quand on regarde, quand on mesure sur la qualité de vie au travail, le sentiment d'inclusion est important. S'il n'y est pas, ben, peut-être que je vais avoir tendance à m'arrêter quand il y a un problème, voilà, absentéisme accru. Je vais peut-être aller chercher ailleurs, donc du turnover élevé, et puis forcément un manque d'engagement et une baisse de productivité. Ce dont il faut se rappeler, c'est que dans le Code du travail, il y a un article qui dit bien que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc, tout le travail sur lutter contre les discriminations et manager la diversité, il est inclus finalement dans cet article du Code du travail qui a une valeur enfin, importante dans le fonctionnement et que soutient grandement la défenseur des droits. Derrière, si on ne veille pas à ne pas être discriminant et si on ne veille pas à la diversité, ben, on peut risquer de ne pas utiliser les opportunités que la diversité crée dans les organisations. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la littérature scientifique et il y a de la littérature, enfin, il y a de la presse spécialisée dans les entreprises. Il y a des organismes qui travaillent sur l'impact de la diversité en entreprise. Au niveau de la presse entrepreneuriale, régulièrement, la diversité est mise en avant comme quelque chose qui est au cœur de la performance. France Travail s'est intéressé au sujet en disant que voilà, une entreprise inclusive et diversifiée est également plus performante. Et puis, on a des revues scientifiques sur différents articles qui viennent confirmer qu'il y a un impact positif sur la performance durable de l'entreprise, qu'il y a une meilleure productivité, une meilleure performance financière, des prévisions de croissance, une pérennité d'organisation liées au fait que, on ait des groupes de travail diversifiés. Donc, moi, je dis souvent, les études scientifiques disent que la diversité, c'est vraiment un levier de performance dans les entreprises.
OK. Maintenant, c'est dit. On voit que derrière, quand on voit tout ce qui est mis en place, charte diversité, index égalité, hommes-femmes, etc., c'est que ça se fait pas aussi systématiquement dans l'entreprise parce que c'est peut-être pas aussi évident et qu'en plus ça ne se décrète pas. Et c'est pas parce que un matin en levant en tant que manager, je vais me dire ben moi je vais vraiment agir sur le management de la diversité dans mon équipe. S'il est dans une entreprise dans laquelle cette décision n'a pas été prise de manière collective et engagée, il va un peu travailler, se fatiguer à faire quelque chose qui ne va pas se développer. Donc il y a vraiment un besoin d'un engagement global de l'entreprise pour la diversité en son sein. Et par ailleurs, chaque manager a aussi un lieu d'action qui potentiellement lui permet aussi de tester des choses qui peuvent être des pilotes intéressants pour l'entreprise en disant, regarde, ça a bien Bien. marché, donc pourquoi on ne ferait pas un peu plus large que ça? Mais c'est vrai que ce que tu disais, et je partage Cécile, c'est que finalement, c'est pas un truc simple et je pense qu'il faut être assez humble par rapport à ça. Par ailleurs, mais par rapport à ça, et c'est ce que j'avais envie de vous partager là, c'est que finalement, on sait que notre cerveau a tendance à dire que bah, il va chercher des choses qu'on connaît et que tant qu'on n'a pas été confronté à de nouvelles situations ou de réussite en plus, hein, parce qu'il peut y avoir aussi des situations qui nous confirment dans le fait qu'on avait bien fait d'avoir peur et que en fait tous ces jeunes, qu'est-ce qu'ils sont pénibles ou qu'est-ce qu'ils sont pas engagés ou qu'est-ce que tout ça, jusqu'au moment où on va avoir l'expérience qui va nous dire ah oui en fait si quelqu'un qui bien manager, quelqu'un qu'on sait engager, bon bah on se rend bien compte qu'ils ont envie quand même. Donc finalement, on a envie de dire que finalement, nous, managers, la question c'est qu'est-ce qu'on fait pour que peut-être ce regard change dans nos entreprises, d'abord pour nous. C'est d'abord essayer de changer de regard sur cette diversité, cette différence, aller se questionner un petit peu différemment, voir la diversité comme un réservoir de potentiel. Alors c'est pas juste quelque chose enfin, ça peut être un peu galvaudé comme on utilise maintenant des mots comme bienveillance, etc. Mais ça peut être vraiment un terreau de mieux-être, de bien-être pour l'entreprise et un cadre de travail sécurisé et sécurisant. Et puis l'autre point, et vous voyez venir, c'est toute la partie finalement, il faut que je me forme, il faut que je comprenne un peu ce qui se passe à ce moment-là, comment est-ce que je peux faire pour le gérer mieux dans mon équipe, dans mon entreprise, et puis pour partager finalement les enjeux et me rendre compte que j'ai peut-être des occasions manquées ou que peut-être bah, si je regardais les choses un peu différemment ou si je prenais à tâche ou conseil auprès de quelqu'un qui a déjà vécu cette expérience de diversité, eh bien je vais pouvoir avoir un nouveau regard sur le sujet. C'est important de se Et dire donc, que ça, pardon. je me permets, Ouais. c'est que manager la diversité, enfin, être OK avec le fait que je vais aller traiter le fonctionnement de mon cerveau pour aller lutter un peu contre lui et dire, ben voilà, est-ce que je suis vigilant à ça? C'est un effort que même nous, en préparant en fait le webinaire aujourd'hui et ce qu'on va vous présenter ensuite, on s'est confronté nous-mêmes à nos propres biais. Et que, comme on l'a dit dès le départ, on a tous des biais et par notre éducation, parce qu'on a vécu, etc., etc. Et qu'en fait, là, l'idée, c'est de se dire, ben, avec humilité, comment mon cerveau fonctionne? Est-ce que je suis OK avec le fonctionnement de mon cerveau? Est-ce que je sais tout de ce qu'il fait? Et comment je fais pour éviter qu'il prenne des voies que je n'ai pas envie qu'il emploie? Mm. Donc, il y a une notion d'effort et de travail et de formation nécessaire. Exactement. Et donc en fait, on voulait, en fait, avec Cécile, on est parti du fait de dire, bah, on est confronté à une forme de diversité. Et comme elle travaillait beaucoup la neurodiversité et que moi, je m'étais intéressée à des questions intergénérationnelles et interculturelles, je lui ai dit, allez, viens, on fait quelque chose ensemble. Et c'est ce qui a fait on propose, voilà, d'éventuellement apporter cette réflexion hein, qui est bien, je dirais peut-être incomplète puisqu'en fait elle se nourrit aussi des expériences des uns et des autres et on est sûr que les gens qui vont venir participer à ces formations vont aussi nous apprendre des choses géniales. Donc finalement c'est un parcours de formation qui va être dédié à la diversité et à ses spécificités et donc on a pensé notre proposition comme un parcours expérientiel et modulable avec une étape clé au départ qui est les biais cognitifs, qu'est-ce que c'est? Où là vraiment on creuse finalement ce sujet de la diversité à travers la prise de conscience de ces biais cognitifs et on va essayer de comprendre vraiment les mécanismes de biais, mais il faut vraiment les fouiller, c'est-à-dire aller un peu plus loin et puis avoir une base solide pour avoir cette conscience.
Et puis après, l'idée, c'est d'aller vers ce dont vous avez le plus besoin en fonction de vos réalités de terrain. Et je vais aller un peu plus, je vais passer la slide pour que ce soit plus grand. Et l'idée, c'est de se questionner sur différents éléments. Donc l'intergénérationnel, qu'est-ce que c'est que de manager une équipe intergénérationnelle? Comment on fait, on engage cette génération Z, mais aussi la génération X qui est en train de sortir. Et finalement, comment on crée un sens collectif avec des gens qui ont peut-être des attentes différentes par rapport au monde du travail, par rapport à la reconnaissance, par rapport à la valeur travail en tant que telle. Ensuite, on a réfléchi à tout ce qui allait être une équipe interculturelle. Donc, c'est comment on facilite la collaboration au-delà des différences culturelles. Et c'est toujours la question de finalement, c'est de partager un projet commun qui nous déplace ensemble et qui nous donne envie ensemble d'aller, bah voilà, de contribuer. Et puis, on a pensé à deux modules, enfin, à un module sur la diversité sociale et économique aussi, hein, quand on est avec des gens qui n'ont pas le même background que nous, qui n'arrivent pas du même endroit, etc., bah, on va peut-être avoir une difficulté à se comprendre et avoir un socle de valeurs communs. Donc, comment est-ce on se lance? Cécile, je te laisse peut-être présenter les trois derniers. Oui, oui, oui. Puis revenir sur enfin, la diversité sociale et économique, finalement, c'est une question qu'on ne se pose pas toujours et pourtant c'est la seule qu'on a le droit de mesurer sans difficulté. C'est-à-dire que moi j'ai dirigé des établissements scolaires, les catégories socio-professionnelles des parents, ben voilà, c'est un indice qu'on a et qui donne des informations sur le fonctionnement de l'établissement. Dans une entreprise, c'est pareil, on sait qui est de niveau A, B, C, etc. Donc, on a cette diversité sociale et économique qui est réelle dans l'entreprise. Et comment comment on la fait fonctionner? Donc, c'est un sujet sur lequel il est intéressant de se pencher. Donc, les trois autres modules, c'est la diversité de genre, donc promouvoir l'égalité et l'inclusion de tous les genres. On a effectivement l'index égalité homme-femme, mais aussi on a tout ce qui tourne autour de LGBTQIA+. Et on sait que ça a des impacts dans le fonctionnement de l'entreprise, des personnes qui peuvent se sentir en difficulté quand elles doivent parler de leur conjoint parce qu'elles sentent qu'il y a un climat qui est un peu délétère. Et derrière, ben, ça peut gêner l'engagement dans l'entreprise. Le management de la neurodiversité et en particulier et du handicap en général, il y a beaucoup d'idées préconçues sur les aménagements qu'il y a à mettre en place pour les personnes en situation de handicap. Euh, En fait, sur l'intention, quand on questionne les entreprises sur est-ce que vous êtes OK pour embaucher une personne en situation de handicap, c'est plutôt oui. Dans la réalité des faits, c'est quand il y a reconnaissance de qualité de travailleur handicapé sur un CV, il a tendance à être mis de côté et on a des réserves qui sont pas toujours complètement conscientes au moment d'un entretien dès que la personne évoque son statut de travailleur handicapé, même si les compétences sont là. Donc, comment on peut aller voir ça? Et ensuite, l'idée, c'est aussi de donner des pistes pour que l'entreprise soit accessible. Donc, un module sur l'accessibilité universelle et le design universel, de manière à concevoir un environnement de travail inclusif pour tous, environnement inclusif dans dans ses aménagements, mais aussi dans son fonctionnement. Voilà. Comment on fait pour avoir des documents qui sont accessibles par tous? Ce matin, je commençais à regarder le colloque sur la stratégie des troubles neurodéveloppementaux là, qui était, et l'entrée en matière d'Étienne Pau, qui est chargé de cette stratégie, disait, ben, là, notre objectif, c'est que tous les guides qu'on va proposer, on va les mettre en facile à lire et à comprendre pour que tout le monde puisse les comprendre. Donc, en fait, c'est une démarche de manière à ce que on rende les choses accessibles à tous. Et donc, c'est toute une réflexion qu'on peut avoir dans l'entreprise pour ses propres employés, mais aussi pour ses clients. Alors, pour qui on a envisagé que ce soit des gens qui soient soit, enfin, il faut être en responsabilité, donc soit de management, soit de projet, hein, puisque la transversalité amène aussi à devoir composer avec
ces sujets-là. Et on propose des sessions de 10 à 12 personnes en inter ou en intra-entreprise. Et comme je suis Calliope, que c'est moi qui porterai la formation, eh bien, c'est finançable par les OPCO des entreprises. Donc, c'est quelque chose qui se fait assez bien. Et donc, on aime beaucoup le fait de faire participer les gens à travers des mises en situation, des jeux. On va aller tester des quiz, se rendre compte de ses propres, voilà, aller se confronter un peu à une forme de réalité où parfois ça pique un peu, mais quelque part c'est bien, ça permet aussi de décaper. Des ateliers collectifs, des partages d'expériences. L'idée c'est aussi de se nourrir de ce que chacun apporte. Et puis c'est de pas s'arrêter juste à la formation, c'est dire finalement tiens qu'est-ce que demain je change pour moi dans mon regard sur les choses, dans mon équipe, qu'est-ce que j'essaie de mettre en place, est-ce qu'il y a voilà, des actions concrètes qui peuvent me faire changer ma manière d'approcher le sujet. Et peut-être aussi, pardon, je reviens là-dessus, par rapport à ça, avec quoi je décide de vivre bien, en fait. Je crois que c'est aussi ça le sujet, c'est de dire, bah ça, pour moi, ça fait partie de mes valeurs profondes et donc, pas de problème, il y a des choses avec lesquelles je décide de pas essayer de composer différemment et je pense que ça peut être aussi intéressant de bien se connaître pour pouvoir choisir, entre guillemets, ses batailles. Et sur les gains concrets pour l'entreprise, forcément, on en a parlé, hein, performance, innovation, plus on va avoir du monde qui pense différemment, et plus probablement la part de pizza sera riche. De l'engagement et de la rétention, parce que si vous avez des talents qui peuvent faire l'objet de discrimination liée à la diversité et qu'ils se sentent bien dans un climat sécurisé et qu'ils se rendent compte à quel point ils contribuent, ils auront envie de rester. Une marque employeur valorisée, évidemment. De la coopération et de la cohésion, oui. Et puis une ouverture. Enfin, moi, je dis toujours que l'entreprise est une mini-société et que c'est vraiment hyper intéressant d'y tester des choses et d'essayer de refaire société par l'entreprise pour ensuite essayer de mieux la faire dans nos pays respectifs. Et c'est pas simple en ce moment, donc on peut essayer de le faire au niveau de nos entreprises. De l'agilité, de l'adaptabilité, bah oui, parce qu'en fait, plus on avance, plus le monde se complexifie et que ce qu'on va gérer maintenant, eh ben, ça va nous apporter une forme de plasticité pour continuer à le faire demain. Et puis, de la conformité vis-à-vis du droit du travail en France. Et puis, une forme d'éthique qui permet, voilà, le fait d'être à l'aise aussi vis-à-vis de la loi et de ce qui nous entoure. Et Voilà. donc, Ouais. on vous avait promis un outil et trois questions fondamentales à se poser en tant que manager. Donc, on vous enverra ces trois questions. L'idée, c'est de se dire à la fin d'une journée, je me pose ces questions et je vais me dire, est-ce que j'ai managé la diversité comme je le souhaitais? Donc, première question à se poser, c'est est-ce que j'ai pris une décision dans laquelle mes propres biais en lien avec la diversité ont pu avoir un effet? Est-ce que, est-ce que j'ai eu un biais de confirmation parce que effectivement, je cherchais à savoir que un tel était plus lent que les autres parce qu'il était d'origine des îles, je ne sais pas, je donne un exemple qui pourrait être quelque chose qu'on prend. Est-ce que j'ai vraiment vérifié qu'il était plus lent ou est-ce que c'est parce que j'ai une idée préconçue là-dessus, parce que je l'ai, parce que mon cerveau fonctionne comme ça? Que je l'ai prise. En tout cas, je me pose la question, je regarde un petit peu les décisions que j'ai prises dans la journée en termes de management. Est-ce que des biais sont rentrés là-dedans? Donc, première question à se poser. Deuxième question, si oui, j'ai pris une telle décision, qu'est-ce qui fait que j'ai pris cette décision? Et si je pousse plus loin, qu'est-ce qui fait vraiment que j'ai pris cette décision? C'est-à-dire, ok, j'ai pris cette décision parce que j'ai vu que, oui, pareil, il travaillait plus lentement. Non, mais en fait, qu'est-ce qui fait que j'ai vraiment pris cette décision? En fait, j'avais entendu parler de lui, de un tel et un tel. Et en fait, peut-être que j'ai cette pensée-là sur les personnes voilà, issues de telle culture. Enfin, voilà. Vraiment, aller se questionner, faut aller, faut aller pousser. C'est-à-dire que c'est vraiment une question d'humilité et de se dire, j'ai peut-être des choses dans mon cerveau qui font que mes prises de décision sont peut-être pas aussi rationnelles que ça. Et je vous rassure, hein, les tests qu'on va proposer dans la première formation, on les a fait. Moi, je les ai faits, j'ai pris des claques en voyant les résultats des tests. C'est-à-dire que même en sachant comment fonctionnent les tests, en sachant ce qu'ils cherchent à mesurer,
mon cerveau se fait prendre, enfin, mon cerveau a des biais contre lesquels je lutte, mais qui sont toujours présents. Donc, beaucoup d'humilité. Troisième question à se poser, c'est si j'ai identifié un biais dans cette décision, est-ce que je dois corriger ma décision? Est-ce que le fait que j'ai dit à un tel ou que j'ai décidé de le changer de poste ou que je ne l'ai pas affecté sur telle mission, etc., parce que j'ai pris une décision en lien avec un biais, est-ce que je la corrige ou est-ce que je laisse telle qu'elle? Donc ça, c'est une chose. Et après, sachant que j'ai pris une décision peut-être en lien avec un biais que j'ai, comment je peux me prémunir demain ou après-demain dans une situation identique? Comment je peux faire pour lutter contre un biais qui m'aurait fait prendre une décision de manière non rationnelle? Donc finalement, c'est trois questions réflexives pour aller se confronter à soi-même. Là, on n'est pas du tout dans comment je vais manager au quotidien, mais comment moi, manager, je m'observe, j'observe mon fonctionnement et je suis capable de me dire à la fin d'une journée, est-ce que les décisions que j'ai prises, elles étaient justes, rationnelles, voilà. Est-ce que je suis OK avec les décisions que j'ai prises? Voilà. Est-ce que ça vous... On arrive à la fin de ce webinaire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vous a dit? Moi, c'est pas trop des questions, mais c'est plus des réflexions, des choses que j'ai trouvées intéressantes et peut-être que vous entendrez aussi dans quand vous faites vos prochains webinars ou vous faites les formations. Le truc que je trouve intéressant, moi, dans la diversité, c'est que on pense souvent à la diversité comme des gens très différents de nous, des minorités ethniques ou des orientations sexuelles qui sont vraiment au polar opposé de là où on est. Et en fait, je pense que la diversité fait peur peut-être pour ça, parce qu'on s'imagine que c'est vraiment trop différent quelque part pour qu'on puisse la faire venir dans l'entreprise. Mais c'est un point qui est intéressant, je trouve, parce que la diversité, bah, c'est juste le fait d'être différents les uns des autres. Et en fait, on a plein de petites différences qui, quelque part, nous créent divers dans l'entreprise. Et, euh, et je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, c'est pas, on n'a pas besoin d'être très, très différent pour être différent. En fait, on est différent par essence et quelque part, embrasser la diversité. Pardon, je parle un peu franglais, mais embrace la diversité, c'est un peu ça, c'est accepter bah, qu'on est tous un peu différents, qu'on va avoir des points de vue différents et qu'on a des orientations différentes, mais qu'elles n'ont pas besoin d'être très, très différentes pour être intéressantes. Et ça, c'était un des premiers points que tu as fait, Cécile, au début, et que j'ai trouvé plutôt intéressant. Merci. Et l'autre réflexion que je me faisais, je pense que les gens à qui vous vous adresserez et que vous essayez de convaincre d'acheter votre formation, parce que je comprends que ce soit un des objectifs, je me disais, il doit y avoir des super insights sur pourquoi est-ce que la diversité est vraiment quelque chose à valoriser. Et Cécile, tu parlais un peu du fait que les entreprises performaient mieux quand elles étaient diverses. Je me disais, il y a peut-être quelque chose tu vois, je sais pas, un pourcentage ou un truc qui est vraiment hyper convaincant et Oui. hyper captivant où tu te dis, ah ouais, je peux vraiment pas faire sans la diversité, où il faut vraiment qu'on se mette à la page et qu'on fasse venir ces gens pour nous aider. Oh, il y a des statistiques de Deloitte et tout ça qui sont effectivement là-dessus et avec des effets, même sur la diversité dans les conseils d'administration, il y a Ouais. des pourcentages qui sont fous et on pourra en sortir, je ne les ai pas comme ça en tête, mais ce qu'il y a de dingue, c'est que les pourcentages sont là depuis longtemps, parce que les études ne sont pas forcément très récentes. Et Mhm. pourtant, malgré ça, on reste dans une nécessité de légiférer pour avoir des conseils d'administration équilibrés, voilà, il faut mettre en place une charte de la diversité, il faut mettre un label, un index égalité homme-femme dans les entreprises malgré les effets attendus et corroborés par de nombreuses études. Donc, Mhm. finalement, les études ne sont pas
enfin, malgré des chiffres qui sont présents, Mhm. euh, il y a besoin de se convaincre de manière presque philosophique sur le Ouais. sujet, Ok. d'y aller. Voilà. Et après, je pense que les notions autour de la RSE, autour de l'évolution de la gouvernance et tout ça peuvent faire avancer les entreprises sur ce sujet. Mhm. Ouais. Ouais, ouais. Cool. Ok. Voilà. C'était les points que j'avais notés. Euh, le truc que je trouvais intéressant, c'est un peu une tension, mais c'est un truc dont tu parles au début sur les biais qui, quelque part, nous servent dans la vie et qui sont hyper importants parce que sinon, on n'arrive pas à prendre des décisions et on est paralysé. Euh, mais quelque part, ils jouent aussi contre nous parce qu'ils nous font prendre toujours les mêmes décisions et nous prendre des décisions un peu safe. Et je me disais, est-ce qu'il y a un truc sur le fait d'être conscient de ces biais, parce qu'ils seront toujours là, et ils vont toujours être la petite voix dans notre cerveau dont on n'est même pas conscient. Mais si on en est conscient, comment est-ce qu'on peut quelque part prendre la décision opposée? Mais c'est un peu cette première étape de se dire, ah ouais, là, je suis en train de penser comme ça parce que c'est le modèle qui est prédéterminé, mais comment est-ce que je peux aller dans l'autre sens? Et euh, comme première étape, c'est avoir cette conscience. Et c'est pour ça que sur le premier module, on veut vraiment, sans jugement, et ça sera un préalable incontournable, que les gens puissent aller regarder en face leur propre biais. Nous, on l'a fait, hein. Et Ah on, oui, c'est peut-être ce que vous faites au et début. on prend des claques. On prend Ouais. ces claques. Et donc, c'est un peu déstabilisant d'aller les regarder en face. Et en même temps, une fois qu'on sait, ça permet derrière de se poser les trois questions en toute conscience. C'est-à-dire, bah, je sais que mon cerveau peut avoir cette tendance-là. Dans le quotidien, je suis fatiguée, je suis à fond. Voilà, mon cerveau, à un moment, de manière automatique, il a dû faire quelque chose. Mhm. Est-ce que je suis OK pour aller regarder plus loin que ça et me dire, je sais qu'il y a ça, est-ce que ma décision, là, elle a été prise euh, sous cet angle-là, ou est-ce que j'ai pris le temps d'aller un peu plus loin de ce que me dit mon cerveau de manière naturelle? Mhm. Ouais. Ouais. Sachant que Exactement. le naturel est lié à voilà, un contexte éducatif, un Mhm. contexte. Il y a plein de choses, hein. Ouais. Ouais. Mais on en a tous, il faut juste accepter d'aller les regarder. Ça, Exactement. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est les ça remue. confronter. Ouais. Comme il est 13h30 et que je pense que vous avez une vie après, est-ce que Camille, tu aurais un petit mot enfin peut-être un petit retour à faire ou une expérience à partager ou une question, enfin quelque chose qui... Non, c'est très clair. Ça donne très envie. En tout cas, moi, je suis fan de. Sachant que je travaille dans une entreprise, je travaille avec des gens en situation de handicap, donc tous les jours, je suis confrontée à cette diversité. Et j'ai la chance, justement, d'être dans un comité de direction où on est moitié homme, moitié femme. Et là, je me rends compte, en fait, c'est vraiment Mm. une chance. Et je me dis que ce genre de formation, justement, pour lever nos biais, de temps en temps, dans certaines situations qui sont un peu tendues au boulot, ça pourrait nous faire avancer ensemble. Voilà, donc il y a une piste de réflexion à peut-être à déposer auprès de mes, de mes collaborateurs. En tout cas, je vous remercie, c'était très clair et très enrichissant. C'est toujours Merci à toi. intéressant Merci. de s'enrichir de ces choses-là, même si on les connaît. Et c'est vrai que je pense que ouais, on a un travail à faire sur nos biais, sur tous nos biais qui peuvent nous, nous mettre dans des situations et ouais, nous enfermer dans des situations. Voilà. Complètement. Ouais. Mais C'est un sujet c'est... super intéressant et vous l'amenez brillamment. Donc, Ouais, merci. très bien mené. Merci beaucoup. On Merci. reste en contact parce que je pense que vos expériences, François étant au UK avec enfin, une interculturalité pour le coup qui est peut-être plus prégnante qu'en France, et toi Camille sur la partie handicap, je pense que ça peut être très intéressant qu'on garde le contact aussi pour s'enrichir et C'est bien, éventuellement ouais. voilà, intervenir les uns pour les autres, ça peut être Ouais, chouette. carrément. Et, alimenter les contenus aussi. Ouais, Voilà. Ouais. Les expériences de complètement. terrain sont importantes. Mm. Ouais. Merci Merci beaucoup. pour votre temps en tout cas, Bravo, bravo. bonne Ouais. suite et puis à très bientôt. À bientôt, ouais. Merci.